par une spiritualité reliée au vivant. Du coup, Pauline, merci d'avoir répondu oui à mon appel. Un peu à last minute, mais voilà, c'était en fait c'est vraiment super parce que j'avais envie qu'il y ait une personne qui puisse venir parler des gens de la Terre. Parce que pour moi, l'éco-spiritualité, c'est aussi quelque chose qui se vit dans notre relation de nourriture avec la Terre quelque part et aussi voilà pour avoir le témoignage. Enfin, je sais que tu représentes pas forcément l'ensemble des agriculteurs de toute la France, mais bon, en tout cas, un certain groupe qui du coup, voilà, ont une relation directe, quotidienne, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12 avec la Terre. Et donc, ça me tenait vraiment à cœur. Et donc, merci d'avoir répondu oui et de pouvoir venir du coup nous partager ton expérience et donc qu'on puisse parler bon, là pour le coup d'agroécologie. Donc, je voudrais t'inviter à commencer par te présenter, me dire un petit peu qui t'es et qu'est-ce que tu fais en ce moment. Et puis peut-être nous partager les quelques étapes clés, en tout cas, pour mener une autre vie, parce que je sais que tu as une autre vie, à aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup Vanessa de m'avoir invitée à intervenir dans ce sommet. Je suis pleine de peinture aujourd'hui parce que on vient juste, il y a 10 minutes, de clôturer la deuxième promo de l'école d'agroécologie voyageuse avec les agro-samouraïs, c'est le nom de la promo 2. Et ils sont en train de terminer là tranquillement. Donc ils se sont tous baptisés en fait agriculteurs du vivant, paysans du vivant pour cette fin de promo. Et alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, ça va, vous m'entendez bien? Ok. Et du coup, ce qui m'a amené là, en fait, c'est que j'ai commencé mes études d'ingénieur agronome par souhait d'œuvrer pour le vivant parce que l'agriculture est un énorme pouvoir de régénération et en même temps c'est aujourd'hui le principal émetteur de gaz à effet de serre dans le monde et pourtant c'est ce qui nous nourrit. Et en fait je me suis dit passionnée par la nature, je vais aller dans l'agriculture pour voir ce que je peux faire et déployer mes talents là-dedans. En étant passionnée par le journalisme et en me disant je vais pouvoir faire rayonner vraiment ce que les agriculteurs font de beau pour impacter le plus de monde, agriculteurs, agricultrices. Et en fait, je suis devenue enseignante en lycée agricole pendant 5 ans. J'ai enseigné l'agronomie, donc comment produire des cultures, de la nourriture. Et au bout de 5 ans, j'ai senti que j'étais pas à ma place parce que je me suis rendu compte qu'enseigner à des élèves dans un bloc de béton qui sont assis sur des chaises et qui se zombifient un petit peu avec leur téléphone, avec le numérique, etc., comment être connecté au vivant quand on est à l'intérieur et qu'on ne touche pas la terre. Et du coup, je suis partie faire un tour du monde d'1 an à la rencontre de 50 agriculteurs dans 12 pays, agriculteurs, agricultrices, toujours pareil. Et en revenant, je me suis dit que je ne pouvais pas redevenir enseignante en lycée agricole. Et du coup, j'ai décidé de faire germer cette graine de pédagogie du vivant qui était en moi. Et l'école d'agroécologie voyageuse est née il y a un peu plus de 2 ans. Et son objectif, c'est d'accompagner les jeunes et moins jeunes, parce qu'on a ouvert l'école aux plus de 25 ans maintenant, à faire germer la graine qui est en eux, à trouver leur place dans l'écosystème, dans l'agroécosystème, en devenant paysan, paysanne ou en faisant autre chose, en devenant accompagnant, en devenant facilitateur ou facilitatrice d'intelligence collective. Et aujourd'hui, je suis donc la source de cette école et je suis un peu aussi, je suis entre guillemets la mascotte puisque je communique énormément, mais on est 13 personnes aujourd'hui, dont 5 rémunérées. Et les étudiants prennent l'agroécologie sur le terrain
aider les agricultrices dans leur projet de transition et trouver leur place. Vraiment, il y a cette idée de j'arrive, je suis un peu perdue, je suis éco-anxieuse, je sais pas, j'ai envie de sauver le monde, j'ai envie de tout faire d'un coup. Et en fait, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui me vibrait profondément pour œuvrer à ma place. Et aujourd'hui, je suis en regardant ces 9 personnes, 3 garçons, 3 hommes et 6 femmes qui sont... ça va, la connexion? Oui, ça va. Ok. 3 hommes et 6 femmes qui sont... qui se sont transformés et qui, pour la plupart, veulent devenir éleveurs, agroforestiers, maraîchers, cultivateurs de plantes médicinales. Et voilà. J'adore. Alors du coup, je voudrais commencer par une question assez basique. Mais c'est quoi l'agroécologie? J'imagine que tu la poses tout le temps. C'est un peu le point de base, le point de départ. Donc c'est quoi la spécificité? En fait, c'est quoi la philosophie qu'il y a, ou la vision du monde qu'il y a derrière ce terme? Et du coup, comment est-ce que ça s'applique uniquement à l'agriculture ou est-ce que ça s'applique aussi à d'autres domaines d'activité? Ouais. Alors, vous me dites si vous m'entendez pas bien parce que c'est assez lent pour moi. Enfin, je vois la vidéo qui est assez saccadée, donc c'est un problème, dites-le moi. Alors, pour expliquer ce que c'est que l'agroécologie, je vais vous raconter une histoire. Je pense que c'est le mieux. En fait, si vous regardez une forêt, vous remarquerez qu'il y a certaines plantes, certains arbres qui occupent une place bien spécifique et qui se déploient vraiment dans leur entièreté quand ils sont à cette place. Par exemple, on dit que la ronce est le berceau du chêne ou le placenta du chêne parce que la ronce, elle va coloniser des espaces libres. Par exemple, quand on laisse un gazon pendant 5 ans pousser tout seul, il y a la ronce qui va arriver. Puis, si c'est un espace très dégradé, il y a du bouleau qui va pouvoir pousser. Si c'est des zones humides, peut-être du sureau, du saule, pardon. Et puis, petit à petit, il y a des petits chênes qui vont arriver parce qu'il y a cette fertilité qui a été créée. Les conditions sont là pour permettre à des plantes qui ont des besoins plus importants de se déployer. Et du coup, petit à petit, il y a une forêt qui va se créer avec les chênes qui aiment avoir 100% de lumière. Donc un chêne, c'est un arbre qui va être tout au-dessus quand il sera à la fleur de l'âge. Au début, il est petit, il a besoin d'être protégé, donc il est sous les ronces. Petit à petit, il commence à prendre des forces, donc il va petit à petit aller vers la lumière, et quand il sera très grand, il va arriver tout en haut. C'est pareil pour le cerisier, pour le noyer, pour les arbres cultivés. Et alors, j'ai envie de poser une question aux personnes qui sont là, si ces personnes qui nous suivent ont accès au chat. J'aimerais vous demander, par exemple, de me citer un arbre que vous connaissez, qui est dans votre jardin ou qui est dans la ville ou dans le village où vous habitez ou dans une forêt. Un nom d'arbre et où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il est dans un endroit... en fait, où est-ce qu'il se trouve en termes de lumière? Par exemple, là, j'ai un figuier devant moi et il a un emplacement bien particulier. C'est pas anodin son emplacement en termes de lumière. Donc, si vous avez la possibilité de partager dans le chat un arbre et ses besoins en lumière, où est-ce qu'il se trouve dans l'écosystème? Donc, je vois que Ludie, tu partages le châtaignier. Le châtaignier, où est-ce qu'il se trouve dans l'écosystème en termes de besoins en lumière? Cyprès, à côté de l'église, plein sud. Ok. Est-ce Je qu'il pense a de la... Pardon, vas-y. Pardon.
Est-ce qu'il a, Tania, est-ce qu'il a de la lumière toute la journée? Sophora, du Japon, au nord-est. Ok. 4 châtaigniers reliés au même pied en forêt. Par exemple, le figuier qui est là à côté de moi, il a besoin de 70% de lumière à peu près. Donc là, il est totalement au soleil, mais en début de matinée, il est à l'ombre. Et en fait, il y a certains arbres qui ont besoin de lumière à certains moments de la journée, des arbres qui ont besoin de lumière toute la journée, des arbres comme le cassis qui est là et qui se porte pas super bien. Alors, je vais pas vous montrer parce que sinon, il faut que je me balade dans tout le jardin. Mais le cassis qui est là, il n'a pas assez d'ombre. Et un cassis, c'est un arbre qui a vraiment besoin de beaucoup d'ombre. Et en fait, chaque être vivant dans l'écosystème a besoin d'être à sa place. Et en fait, c'est ça l'agroécologie. C'est en termes de... Dans le temps et dans l'espace, on a tous notre place. Notre place va évoluer dans le temps. Et notre place est bien spécifique aussi dans l'espace. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai créé l'école d'agroécologie voyageuse. Je l'anime. C'est ma place. Elle va changer. Et du coup, finalement, tout ce que vous appliquez aujourd'hui en termes de bien-être personnel, on peut l'appliquer à l'agroécologie. Et pour continuer un petit peu sur les aspects agricoles, aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui s'inspirent de l'intelligence de la forêt. Donc, l'agroécologie, alors il y a une étudiante tout à l'heure qui me partageait que l'agroécologie, c'est être artiste du vivant. C'est-à-dire avoir des éléments autour de soi, des plantes, des animaux, des outils, et faire la plus belle œuvre qu'on puisse. Mais pour ça, il faut être très observateur. Il faut comprendre comment fonctionne le vivant. Tiens, si je mets un cassis là, il n'est pas forcément bien. Et oui, on est des arbres, on est comme des arbres qui relient la terre et le ciel. Ouais, carrément. Et c'est pour ça qu'en agroécologie, c'est super important d'avoir des arbres. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais dans une forêt, la photosynthèse permet de diminuer de 10 à 15 degrés. Le mécanisme de photosynthèse permet de diminuer de 10 à 15 degrés la température. C'est-à-dire que vous tous, et toutes, qui avez un jardin, pouvez avoir en utilisant certaines techniques bien particulières, créer un oasis qui permette de diminuer la température. Parce que là, samedi, c'est le festival de l'école d'agroécologie voyageuse, on attend 42 degrés. Et on a un réchauffement climatique qui est là. Et en fait, on peut vraiment, avec des techniques très rapides, faire de l'agroforesterie, c'est-à-dire combiner l'intelligence de la forêt avec le fait de produire de la nourriture. Donc l'agroécologie, si je donne ma définition, c'est... Alors, en fait, j'ai envie de vous donner une phrase de Ernst Götsch, qui est le créateur d'une agroforesterie bien particulière qui s'appelle l'agroforesterie syntropique. Et pour moi, c'est la plus belle définition de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est le fait que l'être humain ait un rôle incroyable que lui seul peut décider de prendre. C'est de recréer un écosystème qui permette à chaque plante, chaque animal, d'exprimer sa fonction de la meilleure façon possible, mue par l'amour inconditionnel et le plaisir interne. Ça, c'est une super définition. Voilà. Et en même temps, alors si vous aimez cette définition, vous pouvez faire cœur-cœur. En même temps, moi je travaille avec des agriculteurs, agricultrices qui ont parfois 700 hectares. Et si je leur donne cette définition-là, ils vont me dire, oulala, avec ton front plein de peinture là, est-ce que tu peux me donner une définition un peu plus concrète comment je fais pour gagner de l'argent avec cette définition-là, quoi? Comment je fais pour vivre de mon métier? Et du coup, l'agroécologie, c'est une agriculture de processus et pas d'intrants.
C'est-à-dire que la terre, elle a besoin de processus pour être nourricière. Elle n'a pas besoin qu'on la biberonne avec des fertilisants. Et du coup, l'agroécologie est donc un mouvement vers la vie. Si vous souhaitez faire de l'agroécologie, peut-être que vous allez démarrer sur un jardin où la terre est pauvre. C'est-à-dire que, en fait, elle est pauvre, mais elle a déjà une richesse, en fait. Mais du coup, elle va appeler des plantes comme le chardon, comme le pissenlit. Là, je suis assise sur une pelouse qui est dure comme du béton, mais vraiment, ouais, ça me fait même mal aux fesses. C'est pour ça que j'ai mis un coussin sous mes fesses. Mais en fait, la vie arrive quand même. Le pissenlit, le chardon, ils sont là pour décompacter le sol. Le chardon, il a des épines, donc il va décompacter le sol et en même temps, personne ne peut le manger, donc il va vraiment pouvoir réaliser sa fonction de décompacter le sol avec sa grosse racine. Et en fait, si vous essayez de planter des tomates ou des courgettes sur cette pelouse, ça va être très compliqué parce que la tomate et la courgette sont des plantes qui ont besoin d'abondance. La tomate et la courgette, c'est des plantes qui ont besoin, en fait, qui à la base émergeaient dans des écosystèmes où il y avait déjà eu une forêt et où on a abattu des arbres pour faire une clairière, pour qu'il y ait la lumière qui rentre dans cet espace. Et là, tout l'humus en décomposition au sol créé par l'abattage de ces arbres crée de la vie. Donc, il faut accepter en agroécologie de mettre fin à la vie de certains êtres pour que d'autres puissent émerger. Donc l'agroécologie, c'est aussi beaucoup une relation à la mort, dans le sens où chaque acte d'abattre un arbre, si c'est pour accueillir plus de vie dans l'espace, eh ben c'est OK. Et du coup, tomates, courgettes, maïs vont pouvoir se déployer sur cet espace qui est déjà abondant de fertilité. Et je ne sais pas si vous savez, mais la forêt amazonienne, en fait, elle a émergé, elle a été cultivée par les peuples qui ont vécu là depuis des millions d'années. Et des dizaines de milliers d'années plutôt, je vais un peu loin là. Et en fait, les peuples... Pardon ? C'est l'enthousiasme. C'est ça, exactement. Et en fait, l'agroforesterie s'inspire de ça. Je suis désolée, je ne peux pas lire tous les commentaires en parlant, mais je vais peut-être les prendre à un moment, ça sera peut-être mieux. Bon, je vais faire une petite pause dans mon discours et puis je vais lire les commentaires. En fait, l'idée d'avoir une forêt est de créer des espaces qu'on ouvre pour que la lumière rentre et que des plantes qui ont besoin de plus de lumière puissent arriver. Ça, en fait, c'est de l'agriculture. En fait, c'est les premières formes d'agriculture qui étaient à la base profondément agroécologiques. Donc, si peut-être il y a une question parmi certains d'entre vous qui est certaines. Est-ce que l'agroécologie c'est du bio ? Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça ? Est-ce que l'agroécologie c'est de l'agriculture bio ? Je veux bien avoir des réactions s'il y en a. Moi, je dirais que le bio, c'est une technique, enfin, c'est une méthode en fait. Alors que l'agroécologie, c'est une façon de penser. Ouais, c'est ça. Mieux que bio. En fait, le bio, c'est un label qu'on a créé pour essayer de déployer un peu ces méthodes vivantes. Et oui, ça va plus loin, Chloé Tam Tam. En fait, on a voulu créer un label pour qu'il y ait une reconnaissance de certaines méthodes agroécologiques. Et le problème, c'est que qui dit label dit déconnexion entre le consommateur et le producteur, parce qu'il faut un label pour prouver que certaines valeurs sont respectées, certaines techniques. Et
Donc aujourd'hui, il y a un agriculteur pour 100 personnes en France, 120 personnes. Donc il y a des connexions entre ceux qui nous nourrissent et ceux qui mangent. Et du coup, dans l'agroécologie, il y a cette idée de faire confiance. Et en même temps, il faut bien des labels pour pouvoir un minimum valider les choses, puisque la confiance passe par le message du label. Alors, si vous voulez, je peux vous donner quelques exemples de pratiques agroécologiques. Peut-être que parmi vous, vous avez vu des fermes et vous avez vu des pratiques agroécologiques. Peut-être que vous pouvez en citer. Alors, je vais vous en donner une et puis ça va peut-être vous donner des idées. Moi, je suis passionnée par les poules. J'adore les œufs, j'adore ce petit animal qui, quand on le prend dans les bras, fait oh, et du coup, ça fait un peu un effet massage vibratoire. C'est clair. Et ouais, la ferme du Grand Laval, tout à fait. J'ai jamais été la voir, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Donc la poule. Alors, question, quel est l'écosystème de base de la poule? Parce qu'à la base, la poule, c'était un animal sauvage qui était en Asie. D'où elle vient à la base? Dans quels endroits elle peut vivre? Alors oui, elle peut être utilisée dans les fermes pour manger les insectes, les limaces qui posent problème pour les cultures. Mais d'où vient la poule? Quel est son écosystème ancestral? De quoi elle a besoin la poule pour vivre? Ceux qui ont observé des poules dans leur vie. Du sol à gratter. Alors, premier bon point, la poule, elle a besoin de se gratter. En fait, elle passe beaucoup de temps à gratter le sol, à picorer. Elle fait caca, pipi, en même temps d'ailleurs, ça sort par le même trou. Et donc, c'est un fertilisant. Au salon de l'agriculture, ah, d'accord. C'est déjà super d'avoir vu des poules au salon de l'agriculture. Et peut-être ailleurs bientôt. Et elle a besoin d'espace de poussière pour s'enlever ses parasites. Mais en fait, la poule, à la base, elle vient de la lisière de la forêt. C'est un animal qui a besoin d'être à l'ombre. Au-delà de 23 degrés, elle commence à être en stress. Et donc, c'est pour ça que les poules, il faut absolument leur offrir des arbres. Donc, avoir des poules, si elles sont en plein soleil, elles ne vont jamais sortir de leur poulailler parce qu'il faut qu'elles soient à l'ombre. Donc, elles ne vont pas aller explorer la prairie et donc elles ne vont pas aller fertiliser cette prairie puisqu'elles vont rester à l'intérieur. Donc, une pratique agroécologique, ça s'appelle le poulailler mobile agroforestier. Et cette pratique-là, en fait, c'est des agriculteurs qui ont observé que la mobilité d'un troupeau. Alors, en fait, peut-être que je vais d'abord vous expliquer autre chose. Je vais vous expliquer la pratique du pâturage tournant dynamique. Vous avez tous vu des vaches dans votre vie? Je pense que oui. Vous savez tous que les vaches... Pardon? On va dire que oui. On va dire que oui. Vous avez tous vu que les vaches mangent de l'herbe, normalement. C'est un herbivore. Mais, pour ceux qui boivent du lait et qui mangent de la viande, de la viande et bu du lait de vaches qui mangent du maïs et du soja. Parce que pour accélérer la production de lait et de viande, on a trouvé un super truc très très
calorique qui permet à la vache de produire beaucoup de lait et de viande, d'accélérer ses performances. Or, ça, c'est pas très bon pour sa santé. À l'origine, dans les grands espaces d'Amérique du Nord, par exemple, il y avait des troupeaux de bisons qui faisaient plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'individus. Et ces individus, ils se déplaçaient en troupeaux massifs on voyait, comme dans les films, vous voyez, il y avait plein de fumée quand ils arrivaient, la terre se soulevait. Et ces troupeaux, en se déplaçant massivement, forcément, ils ont un énorme impact sur le sol. Ils mangeaient les très très grandes graminées qui faisaient parfois 1,50 m de haut. Donc ils broutaient tout sur leur passage. Caca, pipi, ils piétinaient tout. Et forcément, caca, pipi, tout piétiné, on n'a plus trop envie de manger ça. Donc, on se déplace. Donc, tous les 2 jours, à peu près, exactement, ça labourait et donc ça piétinait le sol. Et ça permettait de décomposer toute la matière, donc mélanger les restes d'herbe avec les bouses et donc accélérer la fertilisation de cet espace. Donc, une fois pour pas trop impacter le sol, alors c'est pas pour pas, mais en fait, naturellement, comme il n'y avait plus de nourriture, ils se déplaçaient, ce qui permettait à la prairie de se régénérer par la fertilité apportée. Et donc, il y a un mec, alors comment il s'appelle? Un homme qui a créé un bouquin qui s'appelle Kiss the Ground, que je vous conseille vivement. Et il explique en fait que les Américains aujourd'hui mangent des hamburgers grâce à la fertilité accumulée pendant des dizaines de milliers d'années sur ces sols par les bisons et par les énormes prairies qui étaient présentes avant. Parce qu'aujourd'hui, ces prairies, c'est du maïs, c'est du soja. Et il n'y a plus de bisons puisqu'ils ont été exterminés lors de la colonisation. Et du coup, cette fertilité énorme qui a été créée, en fait, aujourd'hui, elle est utilisée pour faire pousser des plantes autres. Et il y a certains éleveurs dans le monde entier, et de plus en plus d'éleveurs, qui essaient de reproduire ce mécanisme naturel du pâturage tournant dynamique en l'appliquant à leur ferme. Donc ça s'appelle pâturage tournant dynamique. Et ce qui est super intéressant, c'est que à l'époque, et encore aujourd'hui, il y a des oiseaux qui suivaient les bovins pour... alors dis donc, éco-spirituel, tu as beaucoup de connaissances en agroécologie, c'est impressionnant. Les oiseaux suivaient les bovins, déjà pour éparpiller les bouses et récupérer les larves de parasites et d'autres insectes qui venaient se nicher dans les bouses. Et en fait, en cherchant les larves, ils éparpillent les bouses qui éparpillent la fertilité. Et en plus, ça ramène de la biodiversité, etc. Parce que ces oiseaux, ils vont aussi apporter leur fiente qui va amener d'autres insectes, etc. Donc en fait, cette petite pratique de pâturage tournant dynamique, elle peut être catalysée en intégrant des poules derrière les vaches. Et ça, c'est ce que je rêve de réaliser. Alors, les services vétérinaires ne sont pas super d'accord. De toute façon, la réglementation agricole est malheureusement aujourd'hui de moins en moins en faveur de systèmes vivants. Moi, par exemple, je me bats beaucoup, enfin, j'œuvre en essayant de lutter contre certaines mesures liées à la grippe aviaire, par exemple. Et donc, mettre des poules derrière les vaches, ça permet les poules, en fait, vont aller éparpiller les bouses, vont manger les larves dans les bouses, vont limiter le parasitisme des vaches qui sont souvent envahies par les mouches en été. Camargue, ouais, la symbiose oiseaux, chevaux, taureaux, ouais, c'est exactement ça. Et en plus, ça permet à l'agriculteur d'avoir une autre production en parallèle
par exemple, produire des œufs parce que tout le monde ne mange pas de viande. Donc ça, c'est vraiment une pratique agroécologique qui peut être en plus aujourd'hui déployée en intégrant des arbres dans le système. Parce que, par exemple, actuellement, je ne sais pas si vous avez observé les prairies chez vous, si vous êtes dans un endroit sec, même si en ce moment c'est sec partout, les prairies sont produisent peu en ce moment. Et donc, une pratique, ça peut être d'avoir des arbres fourragers qui vont être verts pendant la sécheresse et donc auront une production comme le saule, le peuplier, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arbre que je peux vous citer? Le tilleul. Alors le tilleul qui est même très très bon en salade pour nous. Et ben ces arbres-là, le mûrier blanc, les animaux vont pouvoir les consommer en fait pour compenser le manque d'herbe de l'été. Et puis, en plus, ça leur fait de l'ombre. J'ai envie de vous partager encore une dernière pratique et puis après, je vous poserai quelques questions. Aujourd'hui, quand on boit du lait, en fait, on est le seul être humain et quand on mange du fromage, du coup, on est le seul être humain à prendre le lait d'un animal en séparant totalement le bébé, qui est le premier bénéficiaire du lait normalement, de la mère. Donc, assez rapidement après la naissance, les veaux sont séparés de leur mère pour qu'on puisse forcément récupérer le lait et éviter au veau de boire le lait. Et donc, le veau, on lui donne du lait en poudre ou du lait qu'on va traire de la mère, mais que le veau ne va pas téter directement aux mamelles de sa mère. Et en fait, ça, alors au-delà du fait que ça génère aussi des problèmes au niveau du système immunitaire, parce que le veau, en fait, en tétant sa mère, il tète aussi toutes les bactéries qui viennent du sol, parce que la mère s'allonge sur le sol, dans l'idéal dehors, quand c'est un peu plus agroécologique. Et du coup, elle a des bactéries qui viennent du sol. Et en fait, nous, on est pareil. C'est-à-dire que le fait les 3 premières années de notre vie, ça va nous permettre de générer un système immunitaire qui va nous permettre de limiter les allergies, les maladies, etc. Parce qu'on est connecté à cette terre et que notre système immunitaire s'est adapté à ça. Donc, un petit veau, il a besoin de téter, sa mère, accès à ces bactéries de la terre et construire son système immunitaire quand il est très jeune. C'est aussi pour ça que quand on naît par césarienne, souvent on a un système immunitaire qui est plus fragile que si on passe directement par là où on doit sortir, par l'endroit duquel on doit. Alors, Donc, je sais pas si c'est moi, en mais fait, ça coupe tout ce que vous appliquez aujourd'hui à votre vie et à votre santé, il peut être appliqué à l'agroécologie. J'étais en train d'expliquer que la connexion entre le jeune veau et sa mère, ça permet vraiment de développer son système immunitaire et donc d'avoir moins de maladies, donc moins de problèmes pour l'éleveur aussi, et donc moins de coûts d'achat de médicaments. Et ça, aujourd'hui, il y a certains éleveurs qui commencent à peine à le pratiquer, c'est-à-dire à garder le veau avec sa mère, même au champ, et par contre à le séparer lors de la traite. Et du coup, c'est super, quoi. Et ça fait vraiment, ça produit vraiment de très bons résultats sur tous les plans. Et le Ce qui est très important en agroécologie. Pardon, vas-y. Pardon. Et du coup, tu faisais un parallèle aussi avec la santé humaine et avec le fait de. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais nos légumes, quand ils poussent localement, pareil, ça vient en fait nourrir notre système immunitaire local.
ça, je suis pas experte dans le domaine, mais que si on entretient ce cycle entre des légumes, des fruits, une production locale qui pousse dans un sol plein de micro-organismes qui sont adaptés localement, forcément, les humains, tout ça, vont mieux s'adapter aussi à cet écosystème. Je vais essayer de mettre la Wi-Fi, mais je ne sais pas si... Merci pour votre patience. C'est les joies du live. Mais rien ne nous arrête. En fait, je crois que c'est mon téléphone. Ouais, mon téléphone. L'impression. Mais ça allait en fait. Hein. Ça allait. Ok. Voilà. Et alors, je peux vous partager d'autres choses. Le thème de cette intervention, c'est quand même comment l'agroécologie nous relie au vivant. C'était ma question suivante. Merci beaucoup pour vos messages. Et du coup, moi, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous vous sentez relié à ce que vous mangez et à d'où vient cette nourriture? Alors moi, oui. En ce moment, je suis dans ma maison familiale et je suis arrivée et tout de suite, j'ai appelé le maraîcher. J'ai dit, bon, tu me fais un panier, s'il te plaît. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Quand on habite en ville, par exemple, même si on va à la Biocoop, ou savoir d'où viennent les aliments, comment ils ont poussé. Alors, on a des partages là. Donc, il y a moi, oui. Il y a pleinement, c'était une de mes valeurs principales. Oui, car je vais à la ferme les cueillir. C'est peut-être un peu biaisé hein, dans la communauté de la White Gaia. Il y a quand même pas mal de personnes, je pense, qui. C'est super. Et peut-être un message. Oh, il y a ma marraine. Trop bien. Coucou marraine. Ouais, un message important, je dirais, c'est que l'agroécologie, c'est un cheminement. C'est un mouvement déjà. Donc il n'existe pas de ferme parfaite en agroécologie. Et dans notre réseau de fermes, à l'école d'agroécologie voyageuse, il y a une cinquantaine de fermes, dont certaines viennent à peine de rentrer dans leur transition. C'est-à-dire que les agriculteurs labourent encore leur sol, ils n'ont pas encore planté d'arbres, ils commencent en fait leur ouverture, ils commencent vraiment à se questionner, ils ont peur, ils se disent mais oh là là, mes sols c'est du béton, comment je fais? Il n'y a plus d'argent, le prix des engrais a triplé, le prix de l'aliment pour les animaux a triplé, comment je fais pour produire moi-même l'aliment que je donne à mes animaux? Comment je fais avec mes tracteurs si ça épuise le stock de fuel de passer juste une fois dans un champ de 20 hectares. Donc, il y a plusieurs manières de cheminer dans l'agroécologie et chacun est à une étape de son chemin. Et c'est pour ça que dans notre réseau de ferme, on a des agriculteurs et des agricultrices qui utilisent encore de la chimie, qui utilisent par exemple du glyphosate. Parce que pour s'en sortir, c'est comme pour s'en sortir d'utiliser des antidépresseurs, et c'est pas évident. Quand notre écosystème personnel a été impacté fortement et qu'on a mis un gros pansement, pour l'enlever, c'est difficile. Et du coup, l'agroécologie, en recréant cet écosystème de sol fertile, petit à petit, les plantes poussent, vont retrouver un équilibre
on va mettre des animaux pour les pâturer, etc. Et petit à petit, on peut diminuer les doses de chimie, etc. Et donc, nous, on est vraiment dans l'acceptation que chacun est dans son chemin, que ce soit au niveau de l'utilisation de chimie, au niveau de comment il traite ses animaux, il ou elle, comment il arrive à se générer un revenu. Donc ça, c'est vraiment clé. C'est que dans l'agroécologie, il y a ce cheminement de respecter le cheminement, respecter là où on en est, quoi. Hmm. Merci de mentionner ça, parce que pour moi, ça fait écho aussi à une discussion qu'on a eu hier sur le chamanisme, sur le fait qu'on avait perdu les traditions des grands-mères, les grands-pères. Et donc, quelque part, dans ce que tu partages, là, je vois le parallèle aussi à me dire, en fait, même en agriculture, en fait, on a perdu les sagesses des anciens, qui pratiquaient une agriculture vivante et connectée au vivant. Donc là, en fait, on est en train de le réinventer, mais ça, c'est un chemin, en fait. Et donc, quelque part, cette époque-là, on est ceux qui ouvrent à nouveau qui ouvrent à nouveau la voie pour les suivants. Mais il faut qu'il y ait à un moment donné, à nouveau, cette transition qui se fasse entre le tout chimique ou le conventionnel et l'agro et écologique. Et du coup, ça se fait pas en une nuit. Et ça m'évoque aussi qu'en fait, on vient quand même tous d'un endroit assez déconnecté de la nature. Et donc, même cet apprentissage à se reconnecter à la nature, en fait, c'est quelque chose qui prend du temps, quoi. Qui peut être d'autant Ouais. plus effrayant quand c'est notre nourriture, enfin notre survie, en fait, qui dépend et qu'on arrive dans ces milieux qu'on comprend pas forcément, puisqu'on nous l'a pas transmis, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Et j'avais envie de vous partager aussi quelque chose qui a fortement résonné en moi cette semaine. Donc on a les 9 agro-samouraïs qui sont là et qui ont partagé un peu, je leur ai posé la question, pour vous, c'est quoi l'agroécologie et est-ce que vous faites un lien entre agroécologie et spiritualité? Et alors, j'ai mes notes qui sont juste derrière, donc je vais les récupérer. Hop. Parce que j'aurais bien aimé qu'ils soient là, mais bon, c'est moi l'intervenante, donc j'ai pris un peu leurs mots et puis, Oh, t'aurais pu les voilà. inviter, hein. Je leur ai proposé de venir faire un coucou, mais là, comme je suis montée, je pense qu'ils vont pas me voir et du coup, ils vont pas venir. Mais j'ai quelques partages et dans tous les cas, si vous avez envie d'échanger avec eux, ça faisait partie d'un des petits messages que je voulais vous partager à la fin. Mais on organise des initiations à l'agroécologie en visioconférence. Et du coup, c'est soit des agro-samouraïs, des membres de l'équipe qui font ces initiations-là. Donc, pour aller encore plus loin que pendant ce live. Alors, Mathilde avait partagé dans un petit gland, il y a tout ce que son papa et sa maman ont vécu. Tous les événements climatiques de ses ancêtres sont contenus dans ces cellules. Et ça, je trouve ça vraiment très fort parce que un petit gland qui va devenir un chêne majestueux, il a tous les événements magnifiques, les événements difficiles, tout est dans son ADN. Et en fait, nous, on est pareil. On est exactement pareil. C'est juste qu'on a du mal à l'accepter, quoi. Et alors, Adèle partageait que l'agroécologie s'est trouvé sa place juste dans l'écosystème. Mylène partage avant, pour moi, l'agroécologie, c'était le faire, surtout faire. Aujourd'hui, je réalise qu'il ne faut pas oublier le être avec le vivant et pas que le faire. L'agroécologie, c'est faire avec et pas contre, parce qu'il y aura richesse, peu importe d'où on part. Si on part d'un seul très pauvre ou d'un seul très riche, peu importe ce qui se passe, ça sera riche. Alors, j'avais envie aussi de vous partager le témoignage de Nicolas qui alors,
qui a 23 ans, qui est en école d'ingénieur. Il a fait une césure d'école d'ingénieur agronome pour faire l'école d'agroécologie voyageuse. Et il est arrivé à l'école d'agroécologie voyageuse en se disant, je ne vais pas être éleveur, alors que c'est mon rêve, parce que l'élevage, il avait vu le film Cowspiracy, et il s'est dit, l'élevage, ça pollue, donc culpabilité, je ne vais pas devenir éleveur, alors que c'est sa passion depuis tout petit. Donc il s'est dit, je vais plutôt m'engager dans le militantisme, la politique, pour faire vraiment changer les choses, me battre contre le système, faire la guerre contre le système. Voilà, il est arrivé dans cette énergie-là. Et en fait, il a réalisé pendant son parcours, dans 6 fermes différentes, qu'il était malheureux de faire trop de choses qui sont déconnectées de la ferme, parce que sa passion, c'est d'être avec les animaux. Et il a réalisé en fait que alors j'ai la phrase ici. Ouais. Se sacrifier pour faire changer les choses ne sera pas positif et même préjudiciable. Il vaut mieux rayonner et être heureux quand on a trouvé sa place. Je regarde en arrière cette année, j'ai fait la paix avec énormément de nuages dans mon ciel, certains très noirs, je les ai acceptés et j'ai dansé sous leur pluie, qui fera germer en moi les graines de mon futur. J'arrivais à l'école d'agroécologie voyageuse pour connaître l'agroécologie et en fait, en plus de ça, je repars en me connaissant moi-même. Et en fait, il a réalisé que c'est en créant son petit oasis, une ferme, avec des animaux où certes, il va produire de la viande et du lait, donc il va devoir tuer des animaux. Donc c'est cette idée d'être en paix avec le fait de tuer des animaux pour aller vers plus de vie sur Terre, puisque la mort est un cadeau de la vie à la vie, comme dit Hervé Covès, qui est un agronome que j'adore. Et du coup, Nicolas, il va créer sa petite oasis, sa petite ferme, il va rayonner, il va être heureux. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est de créer son petit point de soleil, quoi, sur Terre. Voilà, j'avais envie de vous partager ces quelques témoignages des personnes qui ont rejoint l'école d'agroécologie voyageuse, qui ont vécu 8 mois et demi ici, qui ont fait l'école pendant 8 mois et demi, qui ont été dans 5 à 15 fermes pendant ces 8 mois et demi, qui ont énormément appris sur eux, qui ont été chercher leur part d'ombre, parce que le vivant ne ment pas. Et du coup, si un humain est désaligné en faisant son travail, bah forcément, le vivant va lui rendre. Et il y aura une grosse tempête qui va emporter toute la serre. Bon, il peut y avoir aussi des tempêtes qui emportent les serres avec des humains alignés, bien sûr. Ah, merci pour ton témoignage et vraiment là, je sais pas, je trouve pas vraiment le mot, mais je sens tout l'amour en fait que tu as pour ce que tu crées et je trouve que ça. Et le respect aussi, c'est ça, je sens beaucoup de respect aussi pour ce que tu crées et merci de montrer ça. Et en tout cas, moi, ça a vraiment résonné avec moi et waouh. Alors, le temps file. Je sais Ouais. que tu es parti dans pas très longtemps. Du coup, j'aurais t'inviter à nous expliquer un petit peu, pour les personnes qui voudraient en savoir plus, qui veulent peut-être, voilà, en qui ça a semé une graine et qui se disent pourquoi pas. Comment, voilà, l'école d'agroécologie voyageuse, c'est quoi, c'est où, c'est quoi. Donc, tu as parlé aussi des initiations à l'agroécologie. Donc, ça, pour les personnes qui sont au sommet, il y en a une qui est inclue dans les bonus du sommet aussi. Et voilà, tout ça. Et puis après, le mot de la fin. Ok. Alors, j'avais envie de vous partager déjà que si vous avez envie d'être inspiré par les oreilles, vous pouvez découvrir le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse,
dont vous trouverez les informations sur l'Instagram Les Agronomes. Les agronomes comme des hommes. De toute façon, bah, j'y suis connectée là, donc vous allez facilement le retrouver. Donc il y a 50 épisodes et j'interviewe des agriculteurs, des agricultrices, des personnes qui sont là pour catalyser la transition agroécologique et c'est très très inspirant. Et je vous recommande notamment un podcast avec un éleveur qui a vraiment dompté sa relation à la mort de ses animaux et qui partage vraiment le lien qu'il avait avec les bœufs qu'il mange. Ça peut paraître peut-être un peu choquant pour certaines d'entre vous, mais vraiment c'est très très inspirant. Donc c'est la ferme écologique de Gorse en Charente. Donc il y a ça, vous pouvez nous suivre sur les réseaux et ensuite en ce moment on recrute la promo 3. Donc là c'est fou que je fasse ce live aujourd'hui alors qu'on clôture la promo 2 et en fait c'était la phase humus, donc ce moment où on accepte que les plantes qui ont poussé se décomposent, qui font un humus super fertile qui va faire germer des projets encore plus beaux pour les personnes qui ont participé à l'école. Et oui, il y a des distilleries en agroécologie, Tania, ça existe. Et du coup, aujourd'hui, en fait, on a planté la graine de mettre l'énergie pour que cette promo 3 arrive. Elle démarre en septembre, en Sologne, ici, donc pas très loin du château de Chambord. Et il y a plusieurs... ça dure 8 mois en tout. Avec des phases enracinées, des phases de voyage dans les fermes et des phases de montée en compétence sur les thématiques de votre choix. Et d'ailleurs, je partagerai à la fin tout à l'heure un petit poème inspirant qui a été écrit par une étudiante et que j'ai mis là. Voilà, ça je vous le partagerai à la fin. En lien avec une thématique qu'elle a choisie qui est de cueillir des bourgeons, la gémothérapie. Donc ça, c'est pour le parcours forêt qui dure 8 mois et demi. Donc c'est quand même un engagement sur 8 mois et demi. Et après, on a créé le parcours sève, qui est un parcours à la carte, qui dure la durée que vous souhaitez, mais qui n'inclut pas le collectif, puisque l'idée d'une promo, c'est de cheminer ensemble et de créer une tribu du vivant pendant 8 mois et demi. Donc le parcours sève, c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 8 mois. Comme vous voulez, ça démarre quand vous voulez, ça se termine quand vous voulez. Et toutes les infos sont sur le lien aussi qui est dans le compte Instagram Les Agronomes. Il y a aussi une chaîne YouTube Les Agronomes. Et qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre je crois que c'est tout. Ah oui, du coup pour l'initiation en ligne, alors, on fait aussi des initiations en présentiel, mais du coup, qui sont, c'est à voir en fonction de votre projet, de votre entreprise, de votre projet personnel, du groupe dans lequel vous œuvrez. Donc, des initiations à l'agroécologie, ça veut dire un peu s'immerger dedans, faire un voyage un peu dans toutes ces fermes qui font de l'agroécologie, virtuellement bien sûr, et puis voir comment vous souhaitez être accompagné dans votre projet d'agroécologie. Et on propose aussi des initiations en ligne d'1 à 2 heures avec un petit atelier, une petite pratique pour faire des petits pas vers ce qu'on souhaite pour le vivant. Voilà. Hyper inspirant. Ça me donne envie de Et prendre, vraiment ça me donne envie de prendre des grandes vacances et d'aller faire un tour dans les fermes. Ah tu peux t'inscrire au programme CEF si tu veux. Oh là là, merci. Est-ce que vous voulez que je vous lise le poème écrit par Mylène? Yes. Alors, il y a une partie de nos offres qui sont virtuelles, pour répondre à ta question, Tania. Donc, je vais vous lire le poème qui est juste là, et qui a été écrit par Mylène, et j'en ai fait une peinture, parce que c'est un poème incroyable. Et en fait, elle a écrit un poème qui est
en lien avec l'expérience qu'elle a vécue chez des paysans cueilleurs, donc des paysans qui cueillent des bourgeons pour se soigner, pour soigner les humains avec des bourgeons. Donc je pense que vous avez peut-être entendu parler de ça, ça s'appelle la gémothérapie ou thérapie par les bourgeons des arbres. Ou toutes les plantes, tous les tissus primaires en fait des plantes. Et c'est dans les Cévennes. Dans les profondeurs cévénoles, sous des arbres donateurs, des énergies subtiles se font entendre. Des êtres sensibles les écoutent. Ce sont des paysans cueilleurs, il est l'heure. De basses fréquences virevoltent dans l'air. Les battements du cœur printanier se font entendre au loin. À qui veut les entendre, il suffit d'être présent. Les arbres s'agitent et suivent le rythme, c'est l'éclosion des bourgeons. Ce sont donc elles, énergies embryonnaires, qui embaument la vie d'une douceur millénaire. Ce déploiement ravive leurs êtres intérieurs, et leurs âmes hument la reconnaissance, ne formant qu'un avec le vivant. Ils cueillent en méditation et nourrissent ainsi cette union. La cueillette sauvage émerveille les sens. Dans cette mouvance printanière, les palpitations de la sève s'éveillent. En silence, les cueilleurs s'animent dans cette terre guérisseuse, au contact de cette partie de vie. Petits bourgeons, porteurs de force naissante, se concentrer d'énergie au pouvoir médicinal qui a d'abord germé de la terre, nous ivre d'espérance. Cueillir le début d'une vie, c'est cueillir l'interdépendance, pour l'accueillir en nous. Bourgeons comme un œil de vie qui lie en nous nos faiblesses, soigne nos maux et esprits tumultueux. Sa vision comme cadeau, bourgeon comme messager d'amour, invitation à la communion éternelle, pour renouer avec notre nature originelle et adoucir ainsi nos esprits. Ce sont des paysans cueilleurs, gardiens et protecteurs de toute forme de vie. Mylène, qui va devenir productrice de plantes aromatiques et cueilleuse de plantes dans la nature. Hmm. Merci. Est-ce que tu vas ajouter ton mot de la fin? Alors, j'avais encore plein de trucs à vous dire, mais j'ai juste envie de vous rappeler cette phrase, que la mort est un cadeau de la vie à la vie. Et que un agriculteur est un médiateur entre nature et humain. Et une dernière petite phrase pour la route. Je ne sais pas si vous parlez espagnol, mais en fait, agrader la terre plutôt que la dégrader, ça a la même étymologie que agradecer en espagnol, qui veut dire remercier. Donc je vous pose la question, comment remercier la terre pour qu'elle redevienne généreuse avec nous? Et un grand merci Vanessa de m'avoir invitée là. Un grand merci aux personnes qui ont suivi ce live. Et vraiment avec grande joie pour répondre à vos questions sur Instagram par la suite.